Bonjour à tous, nous sommes à quelques jours des midterms, des élections de mi-mandat aux États-Unis. Je vous le rappelle, la Chambre des représentants est entièrement renouvelée, ainsi qu'un tiers du Sénat. Vous allez avec nous disséquer un discours de Donald Trump, vous allez écouter attentivement le président américain, vous imprégner de l'ambiance de son meeting et percevoir avec nous ce qui constitue la matrice d'à peu près tous ses discours. Donald Trump a tenu une trentaine de rassemblements électoraux massifs au cours des 2 derniers mois de la campagne, réunissant chaque fois dans des bastions républicains, mais tout de même des foules de 6 000 à 12 000 personnes et même 18 000 personnes à Houston. On s'arrange toujours pour que la campagne, le site de la campagne officielle distribue plus de places qu'il n'y en a, afin qu'il y ait du monde à l'extérieur devant des écrans géants. C'est toujours bon de refuser du monde. Wow. Et il est clair que Donald Trump est à son meilleur dans ces rassemblements. Son carburant, c'est la foule, ses supporters. C'est là qu'il prend la vraie température de l'électorat. Et le succès qu'il engrange populaire dans ces meetings lui fait penser qu'il a de bonnes chances de garder sa majorité dans les 2 chambres du Congrès. Do we have a great country or what? Great country. Hello, Houston. I'm thrilled to be back. Well, you treated me very well during a certain election 2 years ago. In just 15 days, the people of Texas are going to re-elect a man who has become a really good friend of mine. You know, we had our little difficulties, right? Donald Trump est au Texas pour soutenir le candidat républicain au Sénat, Ted Cruz. Et ça ne manque pas de sel, car quand Donald Trump parle de ses difficultés avec lui, c'est un doux euphémisme. Pendant la primaire républicaine, il le surnommait Ted le menteur. Ted Cruz l'avait appelé moron, un débile, et puis Donald Trump était même allé jusqu'à affirmer que le père de Ted Cruz était impliqué dans l'assassinat de JFK. Mais tout cela est oublié aujourd'hui. Ted Cruz est prêt à quelques compromis pour conserver son poste au Sénat. Politics as usual. Très vite dans son speech, Donald Trump se saisit d'une actualité qui s'offre à lui sur un plateau d'argent. La fameuse caravane des quelques 7000 migrants qui ont quitté la misère et la violence au Honduras pour tenter de rejoindre l'Amérique à pied à travers le Guatemala et le Mexique. What's happening right now as a large group of people, they call it a caravan. Do you know how the caravan started? Does everybody know what this means? I think the Democrats had something to do with it, and now they're saying, I think we made a big mistake. Il a accusé les démocrates de payer ces immigrants, ces demandeurs d'asile d'Amérique centrale pour arriver à la frontière avant les élections et pouvoir voter aux élections de mi-mandat. Il les a accusés, il a prétendu qu'ils allaient leur offrir des voitures. Enfin, on est dans une outrance totale. Look, that is an assault on our country. That's an assault. Elle est brandie par Donald Trump comme une menace imminente sur la souveraineté des États-Unis, une invasion par des hordes barbares. And in that caravan, you have some very bad people. You have some very bad people. And we can't let that happen to our country, and it's not. Tout ça dans un contexte évidemment électoral où le président considère que l'immigration est le terrain, le meilleur terrain pour lui pour dessiner un contraste avec les démocrates. Donald Trump a aussi affirmé dans un tweet que certains inconnus moyen-orientaux s'étaient glissés dans cette fameuse caravane, laissant ensuite ses propres services de sécurité bien incapables de prouver ces allégations. Mais 2 marqueurs se dessinent ici et on les retrouve dans à peu près tous les discours de Trump. 1. Il parle à son électorat, il n'essaie pas de convaincre le camp adverse. Et 2. Tous les moyens sont bons pour obtenir la victoire, que ce soit une grande agressivité envers ses adversaires, qui le lui rendent bien d'ailleurs, ou bien quelques arrangements avec la vérité. Pour continuer à chauffer les foules, Donald Trump fait applaudir ce qu'il considère comme l'une de ses plus belles victoires depuis le début de son mandat. And Ted, you probably saw, did a beautiful job in staring down an angry left-wing mob in our recent
Supreme Court battle victory, whatever you want to call it. He was great. And thanks to Ted and our other great Republicans, because we had no help from the other side, as you know, we now have a brand new member of the United States Supreme Court, Justice Brett Kavanaugh. Cette affaire Kavanaugh, finalement, elle participe d'un clivage, d'un creusement des clivages dans la société américaine sur la question du genre en particulier, une société qui est déjà largement clivée et divisée par le président Trump. What the radical Democrats did to Justice Kavanaugh and his beautiful family is a national disgrace. Et donc pour les midterms, c'est donc intéressant parce que on va sans doute voir d'un côté une mobilisation plus ou moins forte de l'électorat démocrate. Il sera intéressant d'observer d'ailleurs chez les jeunes générations comment ça se passe. Est-ce que la mobilisation sur Internet, sur les réseaux sociaux se traduit dans les urnes? Et puis du côté républicain, et c'est là-dessus aussi que Trump mise, est-ce qu'il y aura une galvanisation de l'électorat traditionnel, le cœur de l'électorat de Trump, plutôt masculin, plutôt blanc, plutôt effrayé par la déliquescence des valeurs traditionnelles? Tout au long de son discours, il tape comme un boxeur sur les démocrates qu'il associe au terme de radical, radicalisé, et puis de mob que vous pouvez traduire par clique, bande ou même mafia. Et puis bien sûr, il loue son bilan économique, ce qui est peut-être son argument le plus évident dans cette campagne des midterms. At stake in this election is whether we continue the extraordinary prosperity that we've all achieved, or whether we let the radical Democrat mob take a giant wrecking ball and destroy our country and our economy. Les indicateurs économiques sont sans ambiguïté. On peut mesurer cette prospérité à plusieurs éléments incontournables. D'abord, l'indice de la confiance des consommateurs américains est au plus haut depuis 18 ans. Le taux de chômage aux États-Unis est tombé à 3,7%. C'est son plus bas niveau depuis décembre 1969. The unemployment rate just fell to the lowest level in more than 50 years, 50. En gros, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, 3 800 000 emplois ont été créés aux États-Unis, y compris dans le secteur industriel, où l'emploi industriel, l'emploi manufacturier augmente à nouveau, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années. Donc, au regard de tous ces indicateurs, il est indiscutable que l'économie américaine se porte bien. La question est de savoir si cette tendance largement positive va se prolonger l'année prochaine. We have eliminated a record number of job-killing regulations. That's one of the reasons our companies are all coming back. La proportion d'investisseurs qui estiment que maintenant le plus beau est passé et que les choses vont se compliquer en 2019 est un des éléments d'explication de la correction boursière à laquelle on assiste aujourd'hui. Il est indiscutable que les réductions d'impôts à la fois pour les entreprises et pour les particuliers et pour les petites entreprises ont dopé la consommation et il est possible que la consommation soit moins vigoureuse en 2019. En revanche, l'investissement des entreprises a aussi beaucoup contribué à cette forte croissance et la question est de savoir notamment maintenant si tout l'effort de déréglementation de l'économie américaine va durablement stimuler l'investissement des entreprises. Et puis c'est au milieu de ce rallye à Houston que va apparaître un nouveau mot dans le vocabulaire trumpien, un mot qui va évidemment et volontairement faire couler beaucoup d'encre. But radical Democrats want to turn back the clock and restore the rule of corrupt, power-hungry globalists. You know what a globalist is, right? You know what a globalist is. A globalist is a person that wants the globe to do well, frankly, not caring about our country so much. And you know what? We can't have that. You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist. National. Nothing.
plus que le mot lui-même, c'est la façon dont il l'utilise. C'est-à-dire que lorsqu'il prévient « je ne devrais pas utiliser ce mot », là, il envoie un clin d'œil qui fait que la réaction à l'utilisation du mot nationaliste, en particulier chez son opposition démocrate et chez les médias dits libéraux, va être d'interpréter le mot comme « white nationalist », nationalisme blanc, c'est-à-dire une connotation raciste, pas tellement nazie ici aux États-Unis, mais plutôt une sorte de référence implicite, un clin d'œil, si vous voulez, au nationalisme blanc. C'est ce qu'on reproche au président dans l'utilisation de sa formule. S'il avait dit « je suis un nationaliste économique », par exemple, comme le dit Steve Bannon, il aurait peut-être limité les commentaires négatifs. Mais parce qu'il dit à dessein « je ne devrais pas le dire, mais je suis un nationaliste », c'est interprété comme « je fais un clin d'œil aux nationalistes blancs », aux suprémacistes blancs en fait. We're taking care of ourselves for a change, folks. Thank you. I like that guy, but not that much. Not that much. A couple of polls came out today that were very good, and they didn't want to put them on. They didn't want to announce them. And they paid for the polls. We have a new poll out. Let me see. Let's get to another subject. Fake news. Ici, Donald Trump a raison, enfin presque. Sa cote de popularité augmente effectivement pendant cette campagne. Il est aujourd'hui à environ 47% d'opinion positive et 87% des sympathisants républicains approuvent sa politique. Mais comment savons-nous tout cela? Eh bien parce que toute la presse en parle, contrairement à ce qu'il prétend. Mais c'est intéressant car cela participe d'une narration qui est omniprésente chez Donald Trump, celle du nous contre eux. Eux qualifiant la presse, Hillary Clinton, les démocrates, les Mexicains, les Chinois ou une bonne partie du Moyen-Orient. Et Trump dit « Je suis le seul à pouvoir vous protéger contre tous ces dangers ». The Democrats want to replace freedom with socialism. Depuis les années 90, le bipartisanisme aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que les républicains et les démocrates puissent s'accorder sur certains sujets de l'agenda, est extrêmement fragilisé. Mais depuis l'élection de Donald Trump, les choses se sont considérablement polarisées. And they want to replace the rule of law with the rule of the mob. That's what's happening. Ce qui a pris le pas sur l'affrontement idéologique, c'est la diabolisation de l'adversaire, l'absence totale de dialogue. En ce sens, on peut parler d'une espèce de guerre civile, politique, idéologique aux États-Unis actuellement. Aucun camp n'écoute l'autre, aucun argument de l'un n'atteint l'autre, et on est dans ce dialogue de sourds extrêmement violent. The Democrats don't care what their extremist immigration agenda will do to your neighborhoods, to your hospitals, or to your schools. Par ailleurs, la société américaine est extrêmement clivée. Elle était sous Obama, bien sûr, mais elle est encore plus sous la présidence Trump parce que lui-même entretient ça. Et cette logique qui est du tout ou rien est l'ennemi du compromis et c'est l'ennemi du fonctionnement normal des institutions politiques américaines qui sont précisément écrites, conçues pour forcer le compromis. Et on s'éloigne de toute possibilité de compromis. Donc, mon adversaire est un dangereux anti-américain est devenu le message courant des deux côtés de la campagne. Et c'est tout à fait néfaste et ça explique le blocage des institutions politiques américaines dans de très, très nombreux secteurs. The Democrats have launched an assault on the sovereignty of our country, the security of our nation, and the safety of every single American. C'est finalement un discours nationaliste, Trump le dit lui-même, mais il nationalise aussi l'enjeu des midterms sur sa propre personne. Et c'est à double tranchant, car il est à la fois un aimant, une bête de scène médiatique, vous l'avez vu, il magnétise les foules, il fait ressurgir un sentiment de fierté dans le cœur de millions d'Américains, mais c'est aussi un repoussoir pour l'autre moitié de l'Amérique, qui voit en lui le porte-parole de tout ce que l'Amérique porte en elle de pire. C'est finalement une polarisation délétère et inquiétante, et qui sera intacte au lendemain des midterms. Thank you, Texas. Thank you.